on va enchaîner avec la présentation de Maud Paulien, qui a donc travaillé sur ce projet de recherche et qui est en train de terminer une thèse de doctorat à l'Université de Lausanne, dans la section de cinéma, qui porte justement sur la question des festivals. Et il y a un peu trop peut-être qu'il y a entre le festival et les espaces d'exposition, en articulant différents cas d'études, donc aussi en articulant différentes régions géographiques, donc le Video Art Festival de Carnot, mais aussi toutes les activités de Howard Wise dans sa galerie, et puis Electronic Art Intermix. Enfin bref, vous voyez l'idée aussi de confronter différents espaces de pensée, de pratique et espaces géographiques. Donc elle a travaillé depuis le début du projet avec nous, très étroitement. Donc on la remercie déjà pour tout ce qu'elle a fait. Et on l'écoute à présent pour son exposé vidéo, art, festival, quels objets, quel modèle. Ben, merci Maud. Merci, parfait. Donc voilà, ça va être une présentation complémentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se recouper, j'en suis désolée. Mais comme l'a dit François Bevier, mon champ d'études s'est aussi étendu à un corpus antérieur aux années 70, donc le cas du Electronic Art Intermix qui a été créé par Howard Wise après qu'il ait fermé sa galerie en 1970 et ouvert Electronic Art Intermix en 1971. Par là, j'essaie d'aborder les stratégies, comme je les nomme, qui ont été envisagées pour appréhender un médium, des formats hybrides et difficiles à appréhender aussi bien théoriquement que technologiquement parlant. Et d'où peut-être un bascule au cours de cette présentation entre le cas du Video Art Festival et les années 70. Ce ne sera pas complètement gratuit, étant donné que la pensée de Berger a débuté dès le début des années 70, comme je vais le rappeler. Et c'est de voir en quoi la conception même du festival a été déployée, déclinée sur presque 30 ans par Berger. Alors, vidéo, art, festival, quel objet, quel modèle au pluriel. Initialement conçu par le galeriste Rinaldo Bionda comme une exposition consacrée aux images en mouvement, comme on l'a rappelé avant, le projet a finalement donné forme à la première édition du Video Art Festival Locarno, qui s'est déroulée de 1980 à 2001. Dès les débuts, la manifestation comprenait une compétition officielle, des programmations thématiques, par nation, rétrospectives, des cartes blanches. Il y avait aussi des expositions et installations vidéo, des performances audiovisuelles, comme on a évoqué juste avant, et certaines années, des workshops dans les Studifacts, qui étaient les ateliers de la Galleria Flaviana. De plus, une ambitieuse programmation de conférences confiée à René Berger réunissait chaque année des curateurs, artistes, théoriciens, historiens, scientifiques, philosophes, autour de sujets touchant à la relation entre art et technologie. Historien de l'art et critique, Berger s'était appliqué dès les années 70 à élaborer une approche théorique du potentiel créatif de la télévision et des mass médias. Et il avait aussi contribué en tant que directeur du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, poste qu'il a occupé de 1962 à 1981, à identifier et promouvoir les expérimentations vidéo d'artistes romans, donc suisses romans, et de plus, à travers son cours esthétique et mass média, mené de 1969 à 1980 à l'Université de Lausanne. Ce cours-là figure parmi les premières approches de ce champ dans un cadre académique et lui a servi de plateforme pour élaborer sa pensée. En ce sens, les colloques qu'il a organisés chaque année au Monte Verita présentent une prolongation de ce cadre de réflexion. Au cours des années 90, néanmoins, 90, cette partie théorique tendit progressivement vers une forme d'autonomisation en s'ouvrant à des domaines tels l'écologie, la biologie, la philosophie, les théories de la communication, la cybernétique,
dépassant, voire se dissociant parfois des propositions esthétiques et artistiques du reste de la manifestation. D'une part, la programmation vidéo opérait comme une étape de légitimation artistique de pratiques par leur historicisation et leur festivalisation. D'autre part, les programmes de conférences recourant régulièrement à des termes anticipateurs tels que défis, mutations, les futurs, les dangers vers quelque chose, en s'ouvrant à des champs théoriques beaucoup plus vastes, releva davantage de réflexions prospectives conceptuelles que d'un complément théorique à la programmation artistique du festival. On pourra en discuter cet après-midi. La période historique et la longévité de la manifestation expliquent en partie que le projet initial ait été soumis à des dynamiques complexes induites notamment par la remédiation des formats techniques par la numérisation, amplifiées par leur mise en circulation par le développement de réseaux informatiques globalisés. L'évolution des sous-titres de la manifestation au fil du temps atteste ainsi d'une ouverture et des catégories plus vastes que celles de l'art vidéo, ça aussi abordé juste avant, et d'une atténuation des frontières entre celles-ci. On parle de nouvelles images électroniques, d'images computérisées, de culture émergente. Or, le projet du Video Art Festival, tel qu'il a été envisagé par ses créateurs, au vu de leur parcours et ambitions respectifs, contient également des pistes de réponse quant à cette réarticulation structurelle. L'étude croisée du dispositif du festival et de son objet contribuera à identifier les dynamiques en jeu et à appréhender les particularités de ce cas d'étude. L'analyse du titre de l'événement visera à identifier les enjeux et problématiques inhérents à chacun des termes qui le composent, vidéo, vidéo art et festival, et permettra de retracer les réseaux au confluent desquels le projet a été développé. Pour ce, je me baserai sur les réflexions de René Berger émises durant les colloques du Monte Verita relatives à la nécessité d'ajuster les modèles classiques, l'université du futur, le musée du futur, le festival du futur et la télévision du futur, parmi tant d'autres, aux changements technologiques en cours, et je les mettrai en perspective avec les débats des années 70 autour de l'approche des pratiques vidéo et des médias auxquels Berger avait pris une part active. Le modèle du festival sera considéré en tant que médium, en tant qu'il agit comme intermédiaire avec un milieu, et sera mis en regard avec d'autres dispositifs de présentation et de circulation de discours et de pratiques. Ceux-ci, auxquels je me référerai en tant que modèle, seront considérés comme chacun producteur de discours, inscrits dans des réseaux, des structures socio-économiques et régis par des codes spécifiques. Appréhendé comme une métastructure, le festival pourra également être analysé comme étant composé de plusieurs modèles dont Bionda et Berger étaient familiers. Expositions, workshops, conférences, biennale d'art, université. En cela, le projet non réalisé de Televeritazione, envisagé par Rinaldo Bionda comme une réactivation du passé du Monte Verita sous forme de centre d'information sur l'art et la technologie, contribuera à appréhender la singularité du Video Art Festival. Il s'agira de comprendre pourquoi le modèle du festival a été privilégié par ses créateurs, pourquoi avoir choisi un dispositif dont les caractéristiques principales sont la limitation dans le temps, sa périodicité et son caractère événementiel. Si les récentes Film Festival Studies ont contribué depuis environ 10 ans à mettre en place des méthodologies et un réseau de chercheurs denses et productifs, peu d'approches ont appréhendé les festivals dédiés à la vidéo et aux nouveaux médias spécifiquement. En cela, le fait même que l'objet de l'événement soit soumis à des variations de format et de définition présente une complexité supplémentaire. Il convient ici de contextualiser le projet et d'en faire une brève présentation. Alors, étant donné qu'on a eu une très belle présentation par Marco Maria Gazzano juste avant, je vais aller assez rapidement à travers ces données. Donc, consacrée à l'image en mouvement, l'exposition Cinegrafia, la linea in movimento, faisait suite à une première exposition organisée en mars de la même année, dédiée, elle, à la photographie. Photographia, la linea sottile. Cinegrafia était articulée autour de 3 axes confiés à des commissaires invités. La photographie du mouvement,
par l'historienne de la photographie Giuliana Cime, le cinéma expérimental par le cinéaste et critique Gérard Courant et l'art vidéo conçu par René Berger. La vidéo était ainsi inscrite dans la lignée des arts reproductibles et les images en mouvement. Cette dimension proprement artistique persistera au fil des éditions à travers une programmation soutenue dédiée aux installations et aux sculptures vidéo, disséminées dans les communes attenantes de Minusio, Macagno, Cannobio et Ascona. La programmation comprenait également des performances audiovisuelles, des concerts et certaines années des workshops qui étaient organisés dans les Studifax. C'était des ateliers dotés d'un équipement vidéo, d'un studio de photographie, d'un laboratoire de développement et d'un pôle éditorial pour les publications limitées et reproductions cinégraphiques. Si la première édition comptait essentiellement des bandes d'artistes suisses, la deuxième s'ouvrait aux propositions européennes avant de devenir internationale en 1982. Dès les débuts, les organisateurs recherchèrent le soutien d'institutions officielles telles que Pro Helvetia, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO, dans le cadre de laquelle sera créée en 1981 l'AIVAC, l'Association internationale pour la vidéo dans les arts et la culture, destinée à promouvoir et à soutenir la création et diffusion de la vidéo. Le festival s'est rapidement inscrit dans un réseau dense de partenariats avec des institutions culturelles internationales, dont les représentants étaient invités à présenter des programmes ou propositions, parmi lesquels on peut compter Lola Bonora de Palazzo Diamanti di Ferrare, Florent B. de International Art Center Antwerp, Biljana Tomic du Centre international d'art de l'Université de Belgrade, Barbara London, toutes des personnes qu'on a déjà citées, du MoMA, qui sera aussi présente plus tard, Dani Bloch du Musée d'art moderne de Paris, Ursula Perucci du Kunsthaus Zurich, Helmut Friedel de la section vidéo de la Städtische Galerie in Lindenbach-Haus, Christine Van Asch du Centre Pompidou, Angela Churchill de la New York University et Pierre Bonjo Giovanni du CICV de Montbéliard, un peu plus tard, après la création du centre. Par contre, le terme festival ainsi que la structure et les protocoles adoptés, c'est-à-dire sélection, concours, prix, jury, discours, le caractère international, place le Video Art Festival dans une parenté avec le Festival international du film de Locarno, notamment au vu de leur situation géographique commune. L'importance pour les organisateurs du Video Art Festival de maintenir la manifestation à Locarno et les colloques au Monte Verita atteste de cette volonté d'ancrer le festival dans une parenté avec des modèles culturels historiques et édifiants. Si le directeur du Festival du film, Nicolas Sombart, a bien pris part au jury de la première édition et participé à une table ronde en 1981, les deux institutions ont poursuivi leurs activités de manière distincte, du moins jusqu'à la fin des années 90. Des changements dans l'équipe de direction du Festival du film peuvent en partie expliquer cette distance, mais cela atteste également d'une persistance de distinction technique et conceptuelle entre la vidéo et le cinéma, qui contribuera à maintenir le Video Art Festival dans une position marginale pendant presque toute la durée de la manifestation. Ainsi, bien que le Festival du film se soit équipé pour la projection vidéo en 1995 et ait créé en 1996 une section vidéo dans le cadre de la section Cinéaste du présent, qui a donné lieu à une première en commun avec le Video Art Festival, sous l'impulsion de Marco Gazzano, ce n'est qu'en 2002 qu'une section vidéo autonome a été instaurée. Le Video Art Festival est souvent considéré comme pionnier dans le contexte européen, au vu de l'augmentation de festivals dédiés à la vidéo, aux nouveaux médias et aux images en mouvement à sa suite. Celui-ci se situe en effet au début de ce qui peut aussi être expliqué comme relevant du phénomène de festivalisation de la culture, s'étant développé durant les années 80 et 90 sous l'impulsion des politiques culturelles en vue de promouvoir des villes. Ce réseau d'événements, structuré par un agenda culturel international, misait sur une temporalité courte, mise toujours, créant une expérience extraordinaire.
Plus concrètement, le Video Art Festival a servi de source d'inspiration à certaines initiatives, notamment à la Semaine internationale de vidéo de Genève, qui deviendra plus tard la Biennale de l'image en mouvement, initiée en 1985 par André Hitton, avec le soutien de René Berger. Or, le Video Art Festival peut également être placé en regard des cas antérieurs de festivals consacrés à la vidéo, et ce, dès les années 70, comme par exemple le Annual Video Festival qui s'est déroulé de 1972 à 1973, le Women Video Festival de 1972 à 1974 à la Kitchen, qui s'est poursuivi par la suite, et le Computer Art Festival de 1973 à 1975. En gros, tous les trois étaient des festivals d'art vidéo basés dans et organisés par la Kitchen, notamment Woody et Steina Vasulka, qui sont venus faire des workshops au Video Art Festival par la suite. Cet espace avait initialement été envisagé comme un lieu hybride, à mi-chemin entre le laboratoire d'expérimentation électronique et performative et un espace de représentation publique. D'autres cas de ce type peuvent sûrement être identifiés dans d'autres pays, comme par exemple le Festival of Expanded Media, dit April Meetings, et plus tard Video Meetings, qui s'est tenu dès l'inauguration du Students' Cultural Center de Belgrade en 1972 et qui s'est poursuivi jusqu'en 1977. Ceux-ci se distinguent toutefois du Video Art Festival, notamment par le fait qu'ils s'inscrivent dans la continuité d'activités et d'expérimentation des lieux investis, généralement ancrés dans un réseau d'échanges alternatifs. Le terme festival recouvre ainsi des acceptions très variées, ce d'autant plus en ce qui concerne un objet caractérisé par l'hybridité du support et l'hétérogénéité des champs au confluent desquels il se situe, entre technologie, sociale et esthétique. L'évolution des approches théoriques et les modes de présentation et de circulation des pratiques vidéo, entre leur émergence et le début du Video Art Festival, nécessitent d'être abordées à ce stade. Entre vidéo et vidéo art. Si René Berger a bien contribué à la circulation du terme vidéo art ou art vidéo dans le cadre de sa réflexion au cours des années 70, il était toutefois conscient du paradoxe inhérent à ce syntagme qu'il qualifia de confrontation, relative à la nature même de la vidéo, à la fois format technologique et moyen de communication. Observation qu'il développera dans le texte accompagnant l'exposition Impact Art Video Art 74, qui sera suivie par Art Vidéo Confrontation 74 à l'Arc 2 de Paris. Cette catégorie ne représentait selon lui qu'une infime partie des potentiels de la vidéo et devait échapper à toute tentative de définition en tant que spécificité du médium, au risque de transposer les codes des systèmes préexistants, notamment ceux du marché de l'art, qu'il s'agissait au contraire de ne pas reproduire. La vidéo était alors appréhendée en tant qu'ensemble hétérogène de pratiques ayant recours au médium électronique, relevant généralement d'une dimension intermédiaire, aux côtés d'autres explorations processuelles, conceptuelles et performatives, identifiées comme un processus de dématérialisation de l'art, par Lucie Lippard, entre autres. Cette résistance au modèle de la galerie et du musée était de plus marquée par le fait que la vidéo était alors considérée comme alternative créatrice et émancipatrice à la télévision commerciale. On atteste l'importance des programmes de workshops et résidences d'artistes créés au sein des télévisions publiques américaines, comme le National Center for Experiment in Television, KQED de San Francisco, le New Television Workshop à WGBH Boston, et le TV Lab at 13 à WNET New York. Également en Europe, il y avait le groupe de recherche technologique créé par Pierre Schaeffer au sein de l'ORTF en France, qui comptait parmi les principaux pôles d'expérimentation, et aussi la Fernsehgalerie de Gerichum, qui comptait parmi les principaux pôles d'expérimentation et de présentation de ces expérimentations. Jusqu'alors, le développement des pratiques était encore très local et passablement inégal selon les pays,
les principales causes de ces disparités relevant de contraintes inhérentes à l'accès du matériel technologique, non seulement cher, souvent réservé à des usages institutionnels et commerciaux, mais également liées aux normes techniques, variant selon les pays en fonction du niveau de professionnalisme des différents canaux de diffusion. René Berger qualifiait ainsi à l'époque ses recherches de pèlerinage vidéo, appuyant sur la paradoxale nécessité de se déplacer physiquement dans des lieux spécifiques pour pouvoir avoir accès à des démarches ayant recours à un médium pourtant caractérisé comme de communication. Cette problématique a notamment été abordée dans le cadre de la conférence Open Circuits. Open Circuits, an international conference on the future of television, qui s'est tenue en 1974 au MoMA et à laquelle a pris part René Berger. Le projet, qui aurait initialement dû également comprendre une exposition, qui finalement n'a pas été réalisée, autre signe d'une forme de résistance des institutions aux médiums à l'époque, comptait une cinquantaine de participants, dont certains allaient prendre part au Video Art Festival quelques années plus tard, dont Wolf Herzogenrath, Harald Zeeman, Barbara London, Rolf Glusberg, Woody Vasulka, Namjoon Paik. Près de la moitié étaient des artistes, le reste comprenant des acteurs institutionnels, curateurs, critiques, théoriciens, programmateurs de télévision. Fait marquant, le terme vidéo ne figurait ni dans l'intitulé de l'événement, ni dans celui de la publication des actes de colloque, qui paraîtra en 1977 sous le titre « The New Television ». Le texte introductif inscrivait son sujet au confluent d'une chronologie de l'évolution de la télévision et d'une lignée de mouvements de l'histoire de l'art ayant entretenu un lien avec la technologie. Berger distinguait dans sa prise de parole deux types d'alternatives à ce qu'il qualifiait de macro-télévision, c'est-à-dire les chaînes commerciales américaines ou nationales en Europe, caractérisées par des échanges unidirectionnels, hiérarchiques et soumis au contrôle d'instances politico-économiques. Ces alternatives étaient d'une part la méso-TV, consistant en la diffusion de programmes à l'échelle locale ou régionale via des cable TV ou community TV. D'autre part, la micro-TV, relevant de démarches individuelles ou collectives ayant recours à la caméra vidéo portable type porte-à-pack, notamment en circuit fermé, closed circuit. Le caractère instantané et immédiat, en temps réel, de ces pratiques induisait selon lui un système de communication de nature cybernétique. Berger avait incorporé dès les débuts des années 70 les apports de la cybernétique à sa pensée, en tant que système régi par des processus de rétroaction, feedback et d'ajustement à un milieu. Un potentiel que Willem Flusser, dans le cadre de la même conférence, percevait également et envisageait comme une manière de repolitiser la société, en permettant à chaque individu, et notamment les minorités, de pouvoir publier leur propre contenu. Un potentiel d'émancipation qui ne serait toutefois effectif qu'à condition, selon lui, que le système mis en place soit amélioré et rendu ouvert, anticipant en ce sens le réseau global Internet. Martha Schwendener, qui interviendra demain, approfondira le sujet par une approche de l'art vidéo et de la cybernétique durant les années 70 dans les pensées de René Berger et Willem Flusser. Donc, je n'approfondis pas plus loin et me réjouis de l'entendre. Jusqu'alors, le recours fréquent au terme du médium dans le cadre de cette conférence, attestait également de l'influence de la pensée de Marshall McLuhan, popularisée sous la formule « The medium is the message », entendue comme tout prolongement technico-technologique de l'individu. Le médium, par sa nature même de canal de transmission et par l'effet qu'il produit sur l'environnement, produit un message supplantant le contenu qu'il contient. Or, l'inception des théories de l'information et de la cybernétique, perceptibles dans les interventions de Flusser et Berger, contribue à considérer les institutions muséales comme faisant partie intégrante d'un système autorégulé. Pontus Hultén, qui avait contribué à intégrer les démarches ayant recours à la technologie au MoMA en 1968 avec l'exposition « The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age », avait ainsi élaboré une conception du musée comme lieu de communication,
qu'il appliquera au projet du Centre Pompidou en tant que directeur artistique dès 1977. Une approche également explorée par Jorge Glusberg. À chaque fois qu'il y a un mot que je n'arrive pas à prononcer, ça... Jorge Glusberg, à travers le Centro de Arte y Comunicación, CAIC, de Buenos Aires. Cette observation sera rappelée plus loin dans le cadre de l'analyse du Video Art Festival. Le fait de mentionner la conférence Open Circuits permet d'ouvrir sur plusieurs observations qui permettront d'appréhender les dynamiques en jeu lors de la création du Video Art Festival, quelques années plus tard. En effet, l'événement se situe à un moment de changement majeur. Ainsi, l'année 1974 voit une multiplication d'échanges internationaux, notamment sous forme d'expositions itinérantes, Americans in Florence, Europeans in Florence, présentant les réalisations d'artistes invités lors de résidences au centre Art Tapes 22 de Florence, inauguré un an plus tôt par Maria Gloria Bicocci. Également des rencontres internationales, dont les premières éditions des rencontres ouvertes de la vidéo, organisées par le CAIC de Buenos Aires de Jorge Glusberg, se sont tenues à Londres et à Paris en 1974. Et elles consistaient en des conférences et tables rondes complétées par la présentation de productions vidéo. Également, une circulation par assemblage d'éléments repris entre différents événements, comme observé entre l'exposition Impact Art Video Art 74 à Lausanne, suivie de Art Video Confrontation 74 à Paris, elle-même inspirée et réarticulant des œuvres présentées à Project 74 à Cologne. Cette circulation accrue des idées et des pratiques correspond au début d'un processus de légitimation de démarches désormais qualifiées d'art vidéo ou vidéo art, que ce soit par leur incorporation dans les institutions muséales via la création de départements et de programmation vidéo dans de nombreux musées, dont le MoMA, le Whitney Museum, le Centre Pompidou, le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, entre autres, ou par l'organisation d'événements artistiques internationaux, ou l'intégration des événements artistiques internationaux comme la Documenta. Mais aussi leur incorporation, des tentatives d'incorporation dans le marché de l'art par la vente de bandes vidéo sous forme de séries limitées, comme Castelli's Unabund Videotapes and Films, fondée en 1974 comme une subdivision de la galerie Leo Castelli. Aux États-Unis, cette dissociation entre télévision et vidéo est notamment renforcée par la réduction des financements publics destinés aux collectifs vidéo, ainsi que par la disparition progressive des résidences d'artistes et programmes expérimentaux des chaînes publiques. Parallèlement à cela, un réseau international de distribution de bandes vidéo se met progressivement en place, avec notamment la réorientation des activités d'Electronic Arts Intermix à New York, la création de Video Data Bank à Chicago, ou encore du London Video Arts, tous deux fondés en 1976. Il est donc surprenant de voir Berger s'impliquer quelques années plus tard dans un événement arborant le qualificatif Video Art, au vu de sa position critique par rapport à ce terme, alors que les pratiques dites historiques de la vidéo sont, à vrai dire, désormais achevées et que l'art vidéo est engagé dans un processus d'institutionnalisation par son incorporation en tant que médium spécifique dans le monde de l'art. Pour ça, la réflexion de René Berger qui suit va servir de base pour comprendre comment avait été envisagé le festival. En 1997, soit 4 ans avant la dernière édition du Video Art Festival de Locarno, René Berger émettait une réflexion axée autour de la question du modèle du festival. Le qualifiant d'entrée de jeu d'institution, il inscrivait celui-ci dans la lignée des biennales d'art, notamment celle de Venise, fondée en 1895, en sa qualité de première manifestation artistique de caractère international, et elle-même précédée par la popularité des expositions universelles. Identifiant l'apparition d'un véritable modèle dit de festival dès les années 30, on imagine que c'est un modèle de festival de film, il s'applique à en énumérer méticuleusement les caractéristiques que vous voyez
inscrite ici, que je ne lis pas, mais je reviendrai sur certains points. Selon lui, le Video Art Festival figure comme l'un des premiers événements de ce type à aborder la vidéo, non seulement dans sa fonction technique, mais comme un moyen d'expression artistique. Il justifiait par la même occasion la création d'un programme de colloques en complément de la présentation des démarches artistiques destinées à faire périodiquement le point pour éclairer l'évolution des arts, des idées et des techniques. Le Video Art Festival aurait, selon lui, fait évoluer la structure classique du modèle du festival vers une flexibilité, c'est un terme sur lequel je vais revenir, permettant de répondre aux changements accélérés de l'époque, notamment dans la création artistique. Il entreprend d'expliciter ce phénomène de flexibilité grandissante à l'aide de néologismes, pratique courante dans sa pensée, décrivant le passage d'un liber-espace, la civilisation du livre, à un média-espace, la généralisation des médias de masse, comme le téléphone, radio et la télévision, aboutissant au cyberespace, relevant de l'homogénéisation, c'est son terme, par le numérique de différents médias et modes de communication. S'il identifie certains risques inhérents au développement d'Internet, comme des dérives autoritaires, sécuritaires, de marchandisation, il perçoit également un potentiel créatif de cette interactivité qu'il propose d'explorer. Il positionne dès lors le Video Art Festival parmi les festivals pionniers, ayant su s'adapter à des changements, et dresse pour finir une série de recommandations pour le futur de l'événement, à savoir la création d'un observatoire des arts et des technologies, en collaboration avec le PFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, la mise en place d'ateliers de création et d'enseignement, en collaboration avec l'Université de Suisse italienne, créée alors que le festival n'existait pas avant, et conclut en insistant sur l'importance, pour de multiples raisons, de maintenir le site de Locarno, qu'il inscrit dans la continuité du passé du Monte Verita. Cette série d'observations et de recommandations émises par Berger permet de relever certaines caractéristiques particulières de l'événement. D'une part, le festival est envisagé comme une fédération de différents organes, programmation artistique, un observatoire, des ateliers de création, un centre d'enseignement, des colloques. Des plateformes propres au réseau respectif des deux hommes, donc Berger et Bianda, caractérisées par un fort ancrage institutionnel. Peut-être juste pas les ateliers de création. En effet, par son implication dans l'Association internationale des critiques d'art, AICA, de 1969 à 1975, Berger s'était inscrit dans un réseau international dense, à travers lequel il avait non seulement pu prendre connaissance de développement de scènes artistiques à l'étranger, mais également diffuser sa pensée à travers la tenue de congrès internationaux. En tant que directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, il avait notamment initié le Salon international des galeries pilotes, dont les 3 éditions de 1963, 66 et 70 avaient contribué à présenter au public les démarches d'une quarantaine de galeries internationales, sélectionnées pour leur caractère prospectif et innovateur. Cette forme de méta-exposition servit de modèle aux foires d'art contemporain commerciales telles servi de modèle aux foires d'art contemporain commerciales, parce que les galeries pilotes ne l'étaient pas, initiées dès 1970 par Art Basel, que fréquentera Rinaldo Bianda dès la première édition. Dans le cadre de ses activités d'enseignement d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne et à l'EPFL, Berger avait conçu, comme on l'a dit, le cours esthétique et mass média, donc il y a déjà une forte affinité avec l'université, le modèle de l'université qu'il réimporte dans le festival sous forme de colloque. Si la volonté de rendre le festival plus flexible afin de pouvoir s'adapter aux changements technologiques en cours renvoie à l'approche cybernétique d'un système autorégulé en temps réel par effet de rétroaction, la plupart des critères énoncés par Berger tendent, eux, vers une implantation structurelle antithétique avec cette approche. Le caractère fondamentalement événementiel, ponctuel et cyclique propre à la définition d'un festival
résistant de fait au flux continu et accéléré de l'objet qu'il tend à appréhender, à la fluidité que tu mentionnais. La prérogative visant à maintenir l'événement à Locarno ancre non seulement le projet dans un référent institutionnel, celui du Festival international du film, mais aussi historique, celui du passé du Monte Verita. En cela, l'intérêt de Bionda pour le Monte Verita remonte à 1964, date à laquelle le baron van der Eyck, dernier propriétaire privé du lieu, légua à sa mort le site au canton du Tessin, à condition que le lieu soit utilisé à des fins culturelles. Le congrès organisé par la jeune chambre économique du Tessin en 1977, à laquelle adhérait Rinaldo Bionda, autour de la question de l'homme et la nature, précède de peu l'exposition d'Harald Zeeman, Monte Verita, les Mamele della Verità, de 1978, qui marque la redécouverte du passé du lieu par le grand public. L'engagement de Rinaldo Bionda pour la réhabilitation du site dans sa fonction culturelle trouvera sa forme la plus poussée dans le projet de centre culturel multimédia Televeritazione, qu'il présentera officiellement en novembre 1983 à l'Assemblée générale de l'UNESCO. Et là, c'est vraiment à Paris avec la maquette du Televeritazione, avec Nam June Paik. Je pense qu'ils avaient une performance satellite à préparer. Celui-ci, ça c'est une autre maquette du bâtiment. Celui-ci aurait dû prendre la forme d'un bâtiment pyramidal équipé en technologie électronique, dont une connexion satellite destinée aux recherches artistiques transdisciplinaires, notion sur laquelle je reviendrai par la suite. Bien que ce projet n'ait jamais été réalisé, donc là c'est une plus grande maquette, le Video Art Festival peut être considéré comme une étape intermédiaire de ce dernier. Au moins, c'est ce que je propose d'avancer. Combinant en une métastructure des catégories d'activités et de manifestations remplissant des fonctions spécifiques, expositions, conférences, publications, performances, ateliers, le Video Art Festival se pose à la fois comme un centre de recherche, un centre d'information et une plateforme de représentation dédiée à la vidéo. En cela, cette problématique s'inscrit dans ce que Berger avait observé 10 ans plus tôt par rapport à la dichotomie entre, en cela en fait, c'est la distanciation qui s'opère entre la programmation des colloques et la programmation du festival en soi. Ce que Berger avait observé 10 ans plus tôt par rapport à la dichotomie entre appréhension conceptuelle d'un objet en devenir pour lequel on ne disposerait pas encore du médium approprié pour le penser. Et voilà, c'est cette citation de 75. J'en viens à me demander si le cogito de Descartes, je pense donc je suis, n'est pas une sorte de pré-vidéo, la certitude s'attachant au concept aussi longtemps qu'elle ne dispose pas d'autres moyens pour s'établir. Dans cette voie, j'en viens encore à me demander si l'évidence dont se réclame la vérité ne trouve pas dans le développement de l'audiovisuel une modalité qui échappe à la pensée conceptuelle. Ce qui me ferait provisoirement conclure qu'il importe au plus haut point de ne pas confondre pensée et concept, pensée et médium. Celui-ci problématisait la formation de la pensée conceptuelle en distinguant le recours à une communication linguistique de celui de la communication visuelle. Selon lui, la vidéo entendue comme les pratiques vidéo non commerciales permettait d'appréhender la technocommunication, définie par des échanges médiés par la technologie, difficilement appréhensibles par les outils de l'autocommunication, définie, elle, par les échanges verbaux entre groupes d'individus dans un espace physique et sans médiation technologique. Or, c'est bien d'autocommunication qu'il s'agit dans les programmes de conférences conçus par Berger, essentiellement animés par des responsables institutionnels, des universitaires et des scientifiques, mais aussi des jeunes. Je ne peux pas faire paraître ces colloques comme étant complètement hermétiquement fermés au monde extérieur, mais il y a quand même une dynamique portée vers le futur qui les distingue du reste de l'événement.
contrairement au cas des conférences Open Circuits, par exemple, où la moitié des participants étaient des artistes, des ingénieurs et des praticiens de la vidéo. Si des programmations complémentaires, dont les observatoires conçus par Marco Maria Gazzano entre 93 et 96, contribuaient à entretenir des liens entre discours et considérations artistiques et esthétiques, les colloques, eux, développèrent une quasi-autonomie, axant leur programme davantage autour de considérations plus vastes, évoluant entre art, philosophie, sciences et nouvelles technologies, en une approche que Berger qualifiera d'outre-disciplinaire en regard à la notion de transdisciplinarité défendue par le physicien Bassarab Nicolescu, à la tête du Centre international de recherche et études transdisciplinaires. Ce dernier a participé de manière particulièrement active au colloque dès 1991, avec une première participation en 1988, allant jusqu'à coordonner en 1997, en sa qualité de président du CIRE, l'ambitieux congrès de Locarno. Quelle université pour demain, vers une évolution transdisciplinaire de l'université. Aux côtés de Rinaldo Bionda, en tant que président de l'AIVAC, Madeleine Gobeil, en tant que représentante personnelle du directeur général de l'UNESCO. Cet événement apparaît comme une illustration importante de la dislocation de la structure du festival, dont les différentes parties se voient de plus en plus réparties sur plusieurs temporalités et lieux. Le congrès du 30 avril au 2 mai au Monte Verita, le concours Vidéo Art 97 du 14 au 17 août à Locarno, en collaboration avec le Festival du film, une exposition rétrospective Vidéo Art 1980-1997 et des installations du 11 au 21 octobre à Rome, en collaboration avec la Biennale des Arts électroniques, et les observatoires Internet et la création artistique du 21 au 22 novembre à Lugano, en collaboration avec l'Université de Suisse italienne. Un an plus tard, le colloque Les défis d'Internet sera même envisagé en une version hybride, online, offline. La formule, qui sera reconduite l'année suivante sous l'intitulé LASCO 2001 vers une nouvelle civilisation universelle, consistait à lancer un appel aux personnes ayant fréquenté le vidéo art par le passé, les invitant à répondre à un sondage par email interposé, comprenant les 5 questions suivantes. Vous les voyez juste là, 6 questions en fait. Si l'ambition visant à adapter le modèle des colloques à la nature de l'objet dont ils entendaient traiter est avérée, le caractère éminemment linguistique et arborescent des échanges, malgré le recours à la technologie des emails, maintient l'entreprise dans ce que Berger qualifiait d'autocommunication, remplaçant l'oralité par l'écrit. Point. Les contributions, bien couvertes à des non-experts, restaient dans un mode unidirectionnel, suscitant un travail administratif bureaucratique massif pour l'assistant de René Berger, chargé de compiler les réponses en vue d'une discussion lors de la partie offline, quelques mois plus tard. Cette latence temporelle et le caractère éminemment matériel du processus témoignent d'une résistance de la conception de l'événement à son objet. Pour revenir à la réflexion de 1997 de Berger sur le modèle du festival, il ressort que le but recherché tend à adapter la formule de l'événement à la flexibilité de son objet. Or, le Video Art Festival apparaît plutôt comme une structure intermédiaire, hybride, à mi-chemin entre les modèles classiques et le modèle émergent d'un espace global, dématérialisé et déhiérarchisé, caractérisé par une instantanéité et une fluidité que Berger avait pourtant contribué à définir et à problématiser. La lucidité de Berger présente ainsi un cas paradoxal de critique institutionnelle émanant d'un acteur fondamentalement ancré dans des structures et des réseaux institutionnels. Je vous laisse parcourir cette citation parce que je crois que je vais bientôt dépasser. Non? Ah non, pas du tout. Alors, je la lis. Organiser le pouvoir, glorifier ses hauts faits, forger l'histoire, maintenir l'ordre établi, telles semblent être les fonctions des institutions plastiques que sont le monument, les archives, le document. Or, il semble bien que c'est l'ensemble de cette conception et des comportements qui lui sont associés que déjoue aujourd'hui, du moins partiellement, l'art vidéo.
Même si s'ouvrent des vidéos musées, tels l'Everson Museum à Syracuse, je rappelle que c'est un texte de 75, il ne semble ni probable ni même possible qu'une vidéothèque puisse jamais être l'équivalent d'une pinacothèque ou d'un musée des beaux-arts, pièce maîtresse du patrimoine national ou international. Voici donc un art qui, toujours, dans la mesure où j'ai pu en juger, s'écarte de l'enseignement comme du pouvoir des puissants. Délaissant les grands et les hauts lieux, on le voit aller à la découverte de l'anonyme et des interlieux, se privant de ce qui pourrait le plus efficacement le constituer comme art, au sens traditionnel du terme. Cette citation permet de prendre conscience que, dans le cadre de sa réflexion par rapport à l'art et la communication, Berger valorisait l'inorganisation des collectifs vidéo du début des années 70, leur caractère éphémère, mobile, non identifiable, par opposition à l'image de marque revendiquée par des émetteurs institutionnels. La fragilité ou l'absence de système de distribution de ces groupes underground avait à ses yeux le mérite d'échapper au filtre et au formatage des systèmes de diffusion commerciale. Il constatait alors que la localisation même de ceux-ci échappait au modèle classique officiel, les situant dès lors dans les interstices, en marge du système, dans un no man's land inexploré, entre les champs établis. Il avait également identifié très tôt que la vidéo offrait un médium privilégié pour les minorités, non ou sous-représentées par les médias officiels ou le marché de l'art. Et là-dessus, je conclus sans texte pour ouvrir par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, apprécier la capacité de René Berger à anticiper beaucoup de problématiques qui se révèlent justes aujourd'hui. Et voilà, c'est une fin ouverte, mais une réflexion sur ce Video Art Festival qui recèle énormément de richesses à explorer encore. Merci. Tu reprends. Alors, je peux parler, ça marche. Merci Maud pour cette présentation qui analyse précisément un peu le dispositif, d'ailleurs qui se module dans le temps, du dispositif du festival, et de ce paradoxe peut-être de développer des festivals pour la vidéo, qui est justement un médium, c'est son néant, qui se caractérise par sa fluidité, sa mobilité et sa résistance à toute fixation. Donc peut-être, vu que le temps nous est compté, je serais d'avis de passer directement la question aux panélistes, enfin de passer la parole, pardon, aux panélistes ou au public. Donc si vous avez des questions, des remarques à adresser à Maud Pollien, elle y répondra. C'est étrange, je regarde mon écran et elle est à côté de moi. Enfin, mais je voulais juste... Pardon. Je peux prendre la parole. Ouais. Personne. Oui, je pense que je n'ai pas assez bien synthétisé à un moment donné, mais ce n'est pas la question de faire des festivals pour l'art vidéo ou les nouveaux médias, tant qu'ils restent à leur rôle et fonction de festival, mais le Video Art Festival, lui, avait tendance à vouloir être un centre d'information et de communication, et on sent cette tension entre différentes ambitions et les limites du modèle, mais une compréhension des enjeux en cours. Voilà. Je ne sais pas, enfin bref, d'ailleurs, peut-être qu'on pourra revenir sur cette question tout à fait intéressante développée par René Berger d'interlieu, hein, de définir enfin de penser la vidéo comme un interlieu, donc qui résiste à toute fixation et attribution à un lieu tel que document, monument, archive. Enfin bref, je pense que c'est une réflexion tout à fait pertinente et
productive qu'on pourra probablement discuter plus avant. Donc, je repose la question, est-ce que quelqu'un veut-il intervenir, poser une question, ou vu qu'on a déjà débordé de 5 minutes sur le temps imparti, ou justement, faisons-nous une parenthèse. Enfin, je pose la question et j'y réponds en même temps, ce qui est un vieux truc rhétorique. Donc, j'imagine qu'on va faire une parenthèse et qu'on se retrouve enfin, c'est une question rhétorique plutôt, et qu'on se retrouve à 14 heures